Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Les deux pays ont signé un accord clé pour le processus de paix. Lundi, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont examiné et approuvé le concept d'opération qu'ils nomment CONOPS, un instrument clé censé fixer les modalités d'un éventuel désengagement des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. C'est ce qu'a déclaré le ministre angolais des Affaires étrangères dans un communiqué. Et ce CONOPS, qui est un document utilisé dans le domaine militaire pour fixer le calendrier d'une opération et l'organisation de ses moyens, guidera donc la mise en œuvre du plan harmonisé censé ramener la paix entre les deux pays voisins de cette région de l'Afrique, selon ce communiqué qui ne donne aucun détail en tout cas sur les modalités retenues finalement. Il faut noter qu'en août dernier, sous la coordination de l'Angola, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda avaient signé un premier document. Ce document est donc une mouture plus avancée, un accord donc entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour arriver à la paix finalement entre ces deux régions. Nous allons l'analyser avec nos invités. Et je commence par vous, Samson. L'Angola a dirigé ces négociations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, à part le fragile cessez-le-feu obtenu en août, qui a entre-temps été respecté puis finalement violé. Les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays ont signé encore un nouvel accord, un document qui est censé guider les opérations de désengagement des militaires rwandais du sol congolais, selon cette annonce faite ce lundi par le ministre angolais des Affaires étrangères. Oui, j'aurais aimé applaudir, j'aurais aimé croire que enfin le calvaire des habitants de Goma et de ses environs est terminé, mais ce nouvel accord me laisse un peu perplexe. Tout d'abord parce qu'il y a un grand absent autour de la table qui est le M23. Le M23 qui a toujours déclaré qu'il n'était pas soutenu par le Rwanda. Et son chef politique, Bertrand Bisimwa, disait toujours que si le Rwanda l'avait soutenu, il serait déjà à Kinshasa, il ne serait pas encore dans l'est du pays. C'est pour dire que lorsque vous mettez sur la table des négociations deux belligérants, mais que là où le principal accusé n'y est pas, ce principal accusé trouve que l'accord ne le concerne tout simplement pas et ne va pas le respecter. Donc si la question est de savoir si le M23 va respecter cet accord, j'en doute fort, parce qu'il a toujours déclaré qu'il n'était pas, même si les preuves vont à l'encontre de cette déclaration, c'est un groupe qui se considère comme étant un groupe d'autodéfense des minorités Tutsis dans l'est du pays. Et à côté, nous avons un groupe rebelle comme le FDLR, qui jusque-là n'entend pas aussi se démobiliser. Parce que c'est un groupe qui a été formé en partie par des anciens génocidaires en guillemets, mais aussi par des membres de l'ethnie Hutu qui considèrent que l'histoire a été mal dite ou que l'histoire qui est racontée actuellement au Rwanda est une version polie de l'histoire et que ce n'est pas la réalité et qu'il faudrait que tôt ou tard ils prennent leur vengeance. Maintenant, il faut aussi dire que pour le Rwanda, la présence dans cette partie de la RDC est une question existentielle. Le Rwanda est un pays où il y a une forte densité de population. Le Rwanda est plus peuplé que le Togo, par exemple. Oui. Mais où d'année en année, mais plus petit que le Togo, justement, il faut le préciser. Mais où d'année en année, les rapports de la Banque mondiale montrent clairement que les sols sont tellement lessivés que la production agricole va en chutant. Maintenant, le pays a des ressources naturelles, certes, mais c'est un peu comme l'Éthiopie. Le relief rend l'exploitation très compliquée. Donc c'est un pays qui se retrouve dans l'obligation de parasiter en guillemets ou de se comporter comme une sangsue sur un pays comme la RDC, dont l'État est malheureusement faible. Parce que d'abord, je ne comprends pas pourquoi la RDC veut toujours être un État unitaire. Même le Nigeria, qui fait beaucoup moins que la RDC, a compris que le fédéralisme était important. Et ensuite, depuis que l'armée zaïroise, qui était une armée assez importante à l'époque, a été démembrée à la suite de la rébellion menée par Kabila père, cette armée n'a pas pu se constituer ou n'a pas pu se reconstruire jusqu'à aujourd'hui. C'est plus une armée d'officiers. Je n'aimerais pas parler mal de l'armée d'un pays. Vous voyez, lorsque de temps en temps, des personnes émergent comme le général Mamadou Ndala, il disparaît dans des conditions assez mystérieuses. On ne sait pas qui les a tués finalement. On se demande finalement, est-ce qu'il n'y a pas de complicité au sein même de l'armée congolaise? Donc, lorsqu'on voit tout ce schéma-là, je pense qu'on ne peut pas tirer grand-chose de ce nouvel accord. Peut-être que les soldats rwandais sur le territoire vont partir, mais le M23 qui va continuer par dire qu'il n'est pas soutenu par ses soldats va continuer ses opérations. Et comme je l'ai dit, pour le Congo,
pour le Rwanda plutôt, cela permet d'avoir des ressources, cela permet d'avoir des entrées et de financer un développement qui est présenté comme un modèle à l'extérieur du pays. À vous suivre, on se dirait que l'Angola était en train de faire un travail inutile, que ce sera du pavé jeté de la mer. L'Angola fait de la diplomatie. Et alors que la diplomatie se fait à Luanda, sur le terrain, la situation est tout autre. L'Angola a été nommé par l'Union africaine pour jouer un rôle. Il le fait diplomatiquement, bien sûr, mais l'Angola, à moins que l'Angola ne décide d'aller déployer des militaires dans la région pour faire appliquer un cessez-le-feu, je ne vois pas ce qui changerait. Donc l'Angola fait un travail de diplomate, mais il ne faut pas s'attendre quand même à ce que cet accord-là mette fin aux hostilités dans l'est du pays, ce qui est tout à fait dommage. Il faudrait que soit l'Union africaine prenne le taureau par la corne, sanctionne l'agresseur et impose une zone de cessez-le-feu avec des soldats au sol, ou que des pays, le SADC et d'autres pays le font. Mais si ce n'est que des accords, je pense que aussi longtemps que Kagame ne sera pas sanctionné, il continuera pas à faire ce qu'il fait actuellement, parce que pour lui c'est une question existentielle. S'il laissait le territoire là-bas et que les troupes, les rebelles des FDLR se reconstituaient, ça pourrait coûter très cher au pays modèle qu'il a essayé de bâtir sur ces 20 dernières années. Même si ce modèle, on peut le questionner à bien des égards. Merci beaucoup. À vous, Samson. Alors, Thierry, la République démocratique du Congo et l'Angola, du moins par le biais de leur ministre des Affaires étrangères, viennent de trouver un nouvel accord. Un accord qui, normalement, à terme, devait permettre la démobilisation et le désengagement des forces armées rwandaises sur le sol congolais dans la partie est du territoire de la République démocratique du Congo. Un nouvel accord après celui signé en août dernier et qui, normalement, signé en fin juillet et qui prenait effet à partir du 4 août et qui, normalement, obligeait les pays à observer un certain cessez-le-feu relativement violé, relativement respecté. Aujourd'hui, faut-il avoir l'espoir que peut-être dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, on pourra arriver à un respect total de cet accord et qu'on en finisse une fois pour de bon avec cette affaire dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo? Je crois qu'on perd le temps aux Congolais avec ces histoires d'accords-là. Il n'y a pas de raison d'avoir foi en ce qui a été fait lundi. Et c'est un accord de trop. Depuis que cette crise a commencé, il y a eu toujours des accords. Il y a eu toujours des prises de langue. Il y a eu toujours des pourparlers. Mais la situation demeure et s'envenime au jour le jour. Donc, ce qui a été fait en Angola lundi, pour moi, n'augure aucun espoir pour le peuple congolais. Samson, c'est juste des jeux de mots. Samson l'a si bien dit, le Rwanda n'a pas intérêt à ce que la RDC puisse retrouver son intégrité territoriale. Le Rwanda n'a pas intérêt à ce que la RDC soit stable. C'est pour cela que tout sera fait pour que ces accords-là ne soient jamais respectés. Et puis, c'est quelle diplomatie on mène et que les acteurs clés de la crise ne sont pas à la même table de négociation. C'est le Congo, c'est la RDC qui a refusé de discuter avec le M23. Mais vous avez à plusieurs reprises écouté le président Félix dans ces conditions, ça ne pourra jamais prospérer parce que vous les accords discutent avec les rebelles. Oui, malheureusement, puisque la rébellion a des revendications. Soit on accède à leurs revendications et on stabilise le pays où on reconquête par les armes tout le territoire congolais. Maintenant que l'armée congolaise n'est pas en mesure d'aller à cette reconquête-là, il faut s'asseoir et diriger et parler plutôt avec ceux qui ont pris les armes contre le pouvoir de Kinshasa. Parmi les accusés, il y a aussi le Rwanda. Oui, mais le Rwanda ne vient qu'en deuxième position, même si c'est le Rwanda qui tire le plus profit de tout ce qui se passe. Mais ceux qui occupent illégalement le territoire congolais, c'est les rebelles. C'est ces rebelles-là. Donc, soit on veut aller à la paix, on s'assoit, on appelle tous les belligérants, on s'assoit et on discute. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une perte de temps. L'accord est signé
Attendez quelques jours. Ce n'est pas la première fois qu'on a vu ces gens d'accord-là concernant ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Donc, il est temps à ce qu'on puisse poser, c'est un peu comme le diagnostic de Kakounou Boupo. Il faut poser le vrai diagnostic et trouver les vraies solutions à la crise. C'est un peu cela qui m'amène à adhérer à la proposition de Samson, même si tel que présenté par Tshisekedi, je ne suis pas d'accord avec lui. Il faut penser à fédéraliser ce pays-là qui est tellement vaste. Un pays continent. Voilà, tout un continent. Continent. Et n'oubliez pas que les Occidentaux aussi n'ont pas intérêt à ce que ce pays se stabilise. C'est ça aussi. Vous avez vu, je crois, à ce même plateau, j'ai dit, vous écoutez Emmanuel Macron et il va à Kinshasa, il dit une chose pour plaire au pouvoir de Kinshasa, il va à Kigali, il dit autre chose pour plaire au pouvoir de Kigali. Mais voilà le jeu auquel nous assistons malheureusement. Donc, c'est les Congolais eux-mêmes qui doivent se réveiller. Et puis, je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, le pouvoir de Kinshasa ne prend pas le taureau par les cornes. Au Mali, avec cette affaire des missions de l'ONU, on a mis fin à cela rapidement, mais le pays n'a pas sombré. Parce que ces missions aussi servent de couloir pour ces rebelles-là, des fois. La RDC aussi avait demandé le retrait de la MONUSCO. Sauf que c'est la même RDC qui a encore sollicité le soutien de la MONUSCO pour organiser des élections. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ça que je dis. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, si Tshisekedi veut que son pays soit stable, s'il veut véritablement reconquérir le territoire, tout le territoire de son pays, il faudrait poser le vrai débat et amener la population à adhérer et avancer. Parce que peut-être, cette armée-là congolaise, l'armée régulière, apparemment manque de tout en même temps. Les gars, ils n'ont pas les moyens pour faire face à la rébellion. C'est ça aussi le problème. Il y a le problème de formation, il y a le problème d'équipement. Il y a tout ça là. Donc ça déjoue. Quand il a dit que depuis lorsque Kabila père a pris les armes contre le régime de Mobutu, cette armée là jusqu'à aujourd'hui n'a plus été reconstruite. C'est ça aussi le problème. Et des fois, c'est des pontes des dirigeants de cette armée-là qui commettent des bévues et des choses pas possibles. Donc, il faudrait que les Congolais, s'ils veulent réellement reconquérir la totalité de leur territoire, il faut qu'ils posent les vrais problèmes, il faut qu'ils arment l'armée, il faut qu'ils renforcent l'armée en termes d'effectifs et les déployer sur l'ensemble du territoire, et on va faire face à cette rébellion-là et on va les chasser du sol congolais. C'est si simple que ça. Merci beaucoup. En tout cas, vous le trouvez simple, on ne sait pas si dans la réalité ça l'est réellement. Alors, Louis Kamako, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo ont trouvé un nouvel accord. Il l'appelle CONOPS. C'est à Luanda, en Angola, l'Angola qui mène cette négociation pour le compte de l'Union africaine pour qu'on puisse parvenir à un accord de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont qualifié cet accord d'accord clé dans le processus de paix de Luanda. Non, mais vous avez parlé d'un nouvel accord. Et donc, moi, je me demande, je ne sais pas pourquoi les gens veulent obtenir des résultats différents quand ils font la même chose tous les jours. Parce que des accords, il y en avait. Et ça veut dire qu'il y en aura encore. C'est-à-dire, quand vous voyez même l'accord que vous qualifiez d'accord clé, c'est que on n'a pas un contenu assez dense. Ils n'ont pas divulgué justement. Justement, ça veut dire que c'est tout un flou kafkaïen justement qui entoure cet accord-là. Et comme les uns les autres l'ont dit, je pense que c'est une peau de perlimpin. C'est-à-dire que tout cela n'est qu'une banqueroute aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, quelqu'un disait tout à l'heure que le cessez-le-feu dont on parle, lorsqu'il ne sera effectif que lorsque les belligérants, c'est-à-dire la RD Congo, le Rwanda et tous ces pays frontaliers-là vont justement arriver à s'asseoir autour d'une seule table pour discuter, pour se dire un certain nombre de vérités. Mais en dehors, c'est possible. Mais c'est possible si on veut justement mettre fin à cette guerre-là.
si on veut vraiment mettre fin aux exactions commises sur la population congolaise depuis belle lurette. Je pense qu'au-delà de ces pays-là, il va falloir justement interroger ou bien questionner ce qu'on peut appeler aujourd'hui la communauté internationale. Cette communauté internationale est complice de ce qui se passe en RD Congo. Et vous comprenez qu'à un moment donné, la jeunesse, justement, congolaise l'a compris avec pas mal de mobilisations qui ont fait qu'à un moment donné, la diplomatie ou bien tout ce qu'il y a comme ambassade en RD Congo a été caillassé à un moment donné. Souvenez-vous du fameux Finbou des léopards de la RD Congo tout récemment à Abidjan lors de la CAN. Donc tout cela urisse aujourd'hui le silence coupable en fait de la communauté internationale qui malheureusement fait cette guerre par procuration, pas de guerre par procuration, parce que les acteurs que nous voyons aujourd'hui, la RDC, le Rwanda, par moment Angola, Éthiopie, tout cela, ce ne sont que des pays qui en fait à travers lesquels une communauté internationale agit. Donc c'est pour ça que je dis que c'est toute une hypocrisie qui se cache derrière tout ce qui se passe en RD Congo. Quand vous voyez un accord qui n'est même pas contraignant, qui n'est même pas coercitif, on me dit qu'ils ont mis en place un comité de suivi de violation de cessez-le-feu. Jusque-là, ça ne veut rien dire. Du jour au lendemain, quelqu'un peut décider. Quelqu'un disait tout à l'heure que le M23 n'est pas associé. Ouais. Donc, du jour au lendemain, le M23 peut se lever et dire les accords n'engagent que les signataires. Et lui, il va continuer justement par bombarder les pauvres populations congolaises. Donc, c'est pour ça, je dis, et je suis parfaitement d'accord avec mes deux débatteurs qui trouvent que c'est une perte de temps tout cela. Il va falloir justement qu'on agisse sérieusement. On regarde, en fait, on pose le vrai diagnostic et qu'on essaie de regarder la réalité en face. Cette guerre-là, je pense que ça profite à beaucoup de personnes, que ce soit les autochtones ou bien les étrangers. Je pense que ça profite à beaucoup de personnes. Mais malheureusement, derrière, ce sont des pertes en vues humaines qu'on enregistre au quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on doit faire parler en fait notre conscience, on doit faire parler notre instinct d'humain pour justement poser le vrai diagnostic et essayer justement de régler le problème. Où se trouve la solution? Les discussions d'une autre manière ou voilà, les discussions, voilà, d'une autre manière. Les discussions il faut un dialogue franc. Un dialogue franc qui non seulement implique les pays que nous connaissons, mais aussi la communauté internationale. Voilà. Un dialogue inclusif, voilà. Où tous les acteurs impliqués sont à la même table de discussion et les vrais problèmes sont posés et on apporte des solutions. Ce qui se passe en RDC est extrêmement grave. C'est parce que la RDC ne s'appelle pas Israël que on ne traite pas l'information avec la même importance. Mais ce qui se passe dans ce pays-là est extrêmement grave. Et ça fait des années que cette situation dure et personne n'ose son petit doigt pour trouver des solutions à ce qui se passe. Pendant ce temps, le pays est continuellement pillé parce que ce pays-là, il y a tout pratiquement en RDC. Dans ces sous-sols, le sol est riche, le sous-sol est riche, tout ce qui fait que, voilà, toutes les puissances mondiales sont pratiquement présentes dans ce pays-là. Voilà, comme d'autres sont là pour le cobalt, d'autres c'est l'or, le lithium. Ils ont tout. C'est un pays béni de Dieu. Donc, ils n'ont pas intérêt. Je crois que les Congolais doivent comprendre l'idée de Tshisekedi quand il parle d'une nouvelle constitution. Et ils doivent s'asseoir. Si il n'y a pas cette intention-là de briguer un troisième mandat, je crois que la proposition est la bienvenue. Merci. Moi, j'aimerais juste ajouter, faire preuve aujourd'hui d'une nécessité intellectuelle quand on sait que l'entité principale qui tient tête à tout le monde dans cette crise-là, c'est le M23. On ne peut pas signer un accord aujourd'hui sans justement intégrer le M23. Si on veut réellement régler ce problème, je pense qu'on doit accorder une place prépondérante en fait aux doléances ou bien aux revendications du M23. Okay. Moi, j'aimerais juste citer comme une Nkrumah qui disait que l'avenir de l'Afrique se joue au Congo. Voilà. Tant que le Congo serait dans cette situation, voilà. Tous que nous appelons Togo, Ghana, Bénin, nous serons tous aussi dans cette situation.
Donc l'avenir de l'Afrique, c'est au Congo. Réflexion à bien mûrir et vous allez nous dire vos avis dans les commentaires. Nous allons marquer une nouvelle pause. Puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.